Mignola. La parole est maintenant à Monsieur Francis Vercamer du groupe Les Constructifs pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le projet de loi dont nous commençons l'examen aujourd'hui aborde un thème, en l'occurrence celui des règles régissant le marché du travail, qui est particulièrement symbolique du rapport de notre pays à l'idée de réforme. Entre la nécessité d'agir pour adapter notre législation avec son temps et le risque de mobilisation des oppositions de tous bords jusqu'au blocage, le débat public oscille régulièrement depuis plus de 30 ans entre velléité de changement et immobilisme. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Constructifs se félicite que la législature commence en abordant cette question. Car au-delà du seul sujet du Code du travail, c'est bien de l'emploi qu'il s'agit in fine avec ce texte. L'emploi a été l'un des échecs les plus lourds du quinquennat précédent, avec sa fameuse inversion de la courbe du chômage sans réalité. N'en doutons pas, ce sera encore à l'aune de l'emploi que cette mandature sera jugée par nos concitoyens. Soyons clairs d'emblée, ce n'est pas la réforme de notre droit du travail qui peut à elle seule être la clé du recul du chômage dans notre pays. Nous savons tous à quel point le retour à la croissance et à la création d'emplois sont le résultat d'un arsenal de facteurs et de mesures favorisant l'investissement, la recherche, la formation, la création d'activités, le développement des infrastructures classiques ou numériques. Mais il est clair aussi qu'un droit du travail qui permette de s'adapter rapidement aux évolutions du monde, un droit du travail plus lisible, plus prévisible pour le salarié comme pour l'employeur, constitue un environnement juridique qui sécurise l'activité et l'encourage. Notre groupe partage donc avec le gouvernement cette idée que la réforme du droit du travail est un enjeu fort pour notre pays. Néanmoins, nous sommes sceptiques sur la méthode employée, c'est-à-dire le recours aux ordonnances. Nous ne contestons pas au gouvernement le droit de procéder de la sorte, la Constitution l'y autorise. Mais si l'objectif est d'aboutir à un ensemble de textes qui puissent réunir le plus grand nombre sur des principes nouveaux et des mesures vraiment structurantes, alors il serait préférable que la représentation nationale apporte sa contribution à l'architecture comme au contenu de la réforme. Or, le recours aux ordonnances la prive de cette possibilité. C'est d'autant plus regrettable que les travaux en commission la semaine dernière n'ont pas été propices à la qualité du travail parlementaire. Le dépôt des amendements s'est ainsi effectué sans audition préalable de la ministre et des partenaires sociaux, ce qui témoigne d'un début d'examen du texte à marche forcée. Nous souhaitons vivement que le gouvernement soit davantage respectueux d'un Parlement qui n'a pas vocation à n'être qu'une chambre d'enregistrement. C'est pourquoi nous souhaitons que la représentation nationale, à travers les groupes parlementaires, soit associée à l'élaboration des ordonnances. Nous pouvons en effet nous rejoindre sur un certain nombre de principes arrêtés dans ce projet de loi. Pour autant, les députés que nous sommes ne peuvent se satisfaire de ne rien savoir des dispositifs permettant leur mise en œuvre et évoluant au rythme des discussions avec les partenaires sociaux. Globalement, cependant, notre groupe voit dans la réforme qui est proposée l'occasion d'une mise à jour de notre législation du travail autour de 4 objectifs. Un droit du travail plus lisible pour l'employeur comme pour le salarié, davantage en phase avec les réalités vécues au sein de l'entreprise. Un droit du travail plus souple qui prend l'évolution du monde et des technologies toujours plus rapides. Un droit du travail qui concilie la sécurité essentielle du salarié avec la sécurité juridique de l'employeur. Un droit du travail qui repose davantage sur la négociation dans l'entreprise, sans pour autant nier le cadre régulateur de la branche professionnelle. Nous serons d'ailleurs vigilants sur ce point. Notre groupe est traditionnellement attaché au dialogue social sous toutes ses formes. Dès lors, nous nous félicitons que l'entreprise soit enfin reconnue comme un lieu de dialogue social revivifié et innovant, parce qu'aux mains d'acteurs, employeurs et salariés, impliqués dans son organisation, son fonctionnement et son avenir. Et dans le même temps, il faut prendre garde aussi à ce que cette orientation ne favorise pas de situations de concurrence déloyale entre entreprises. La branche professionnelle a un rôle régulateur qui ne doit pas être remis en cause et qui est particulièrement important pour les TPE, PME et leurs salariés. Il doit être préservé. Par ailleurs, nous partageons plusieurs des objectifs affichés par ce projet de loi. Ainsi, rendre le dialogue social plus accessible, c'est d'abord simplifier l'organisation des instances au sein desquelles il doit avoir lieu. De ce point de vue, l'instauration d'une instance fusionnée de représentation du personnel va dans le bon sens.
Nous serons cependant attentifs à la manière dont les prérogatives des instances fusionnées seront effectivement exercées dans l'entreprise, et en particulier celles relatives aux conditions de travail et à la sécurité des salariés. En matière de sécurisation de la relation du travail, notre groupe accueille avec intérêt les mesures qui visent à sécuriser la procédure de licenciement, tant vis-à-vis de l'employeur que du salarié. Dans le même esprit, nous pensons nécessaire qu'une erreur de forme ne puisse pas être sanctionnée de la même manière qu'une erreur de fond. Par ailleurs, nous approuvons la volonté affichée par le Gouvernement de favoriser le recours à la conciliation devant le Conseil des prud'hommes. De même, sécuriser la réparation financière des irrégularités du licenciement nous paraît un objectif qui répond à la nécessité de lever les incertitudes juridiques qui peuvent constituer un obstacle à l'embauche. En ce qui concerne la barémisation des dommages et intérêts, je renouvelle cependant à titre personnel les réserves exprimées en commission. Si j'approuve la volonté d'introduire une meilleure prévisibilité de la réparation financière d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, j'attire l'attention sur le risque de voir avec le temps s'appliquer les plafonds de manière systématique qui deviendraient alors des planchers appliqués de façon régulière. Nous notons également avec intérêt que le projet de loi d'habilitation projette d'encourager la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Enfin, nous partageons l'objectif de simplifier le dispositif de mise en œuvre du compte personnel de pénibilité. Prendre en compte la pénibilité du travail pour mieux accompagner le salarié dans son parcours professionnel est en effet une nécessité qui n'est pas discutable. Pour autant, force est de constater que les entreprises, en particulier les PME et TPE, sont confrontées à la complexité de mettre en œuvre l'actuel compte personnel de prévention de la pénibilité. Raison pour laquelle il fallait simplifier le dispositif actuel pour le rendre praticable aux employeurs. Bien que répondant à plusieurs des préoccupations et des pistes de réforme que les députés et les constructifs ont avancées depuis plusieurs années, nous regrettons cependant que votre texte néglige plusieurs points. Il est dommage en particulier, concernant l'organisation du dialogue social, que le projet de loi d'habilitation ne trace aucune piste de réforme touchant aux instances de représentation du personnel dans les secteurs publics. J'ai bien noté que la fonction publique n'entrait pas dans votre champ de compétences, mais à tout le moins, le Gouvernement aurait-il pu indiquer quelles étaient ses intentions dans ce domaine. De la même manière, je regrette que la question du financement des organisations syndicales et professionnelles participant au dialogue social ne soit pas abordée. En effet, dès lors qu'il occupe une place plus grande dans l'élaboration de la norme, le dialogue social doit s'appuyer sur une légitimité incontestable. Cette légitimité, elle repose d'abord sur la mesure de la représentativité des acteurs du dialogue social, dont les modalités ont été modernisées. Elle se fonde ensuite sur la transparence du financement des organisations syndicales et professionnelles qui participent au dialogue social. Nous admettons que sur ce sujet, des avancées réelles ont été réalisées dans le cadre de la loi ces dernières années. Néanmoins, il me semble nécessaire d'aller plus loin sur ce sujet, de manière à lever toute interrogation sur le fonctionnement de notre démocratie sociale. De la même manière, notre groupe s'étonne qu'abordant l'organisation du dialogue social dans l'entreprise et les instances de représentation du personnel, le projet de loi n'aborde pas la question des seuils d'effectifs qui commandent la création de certaines instances, en particulier dans les TPE et PME de moins de 50 salariés. Il y aurait ainsi 2,6 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50, 1,7 fois plus d'entreprises de 19 salariés que de 20 et 1,8 fois plus d'entreprises de 9 que de 10. Il est possible d'envisager qu'en période de crise, alors que les relations entre entreprises concurrentes sur le marché sont tendues, la mise en œuvre d'obligations administratives nouvelles au passage de ces seuils d'effectifs ait un effet dissuasif à la fois sur la croissance de l'entreprise et la création d'emplois. Ce sujet mériterait donc d'être abordé et notre groupe vous présentera des amendements en ce sens. Enfin, nous regrettons que ce projet de loi ne fasse pas davantage place à l'expérimentation. Il serait certainement dommage, par exemple, de s'interdire par principe toute initiative allant dans le sens de l'expérimentation d'un contrat de travail unique à droit progressif. Celui-ci pourrait tenter de mettre un terme à la dichotomie entre le CDI et le CDD et à cette phase chaotique d'entrée sur le marché du travail que connaissent de trop nombreux jeunes, qui restent bloqués dans une nasse à CDD successifs pendant de nombreuses années avant de décrocher leur premier CDI. Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, le contenu de notre approche à cette heure du projet de loi d'habilitation. Vous le constaterez, c'est dans un esprit constructif que notre groupe aborde ce débat,
soucieux d'apporter sa propre contribution au dispositif que vous proposez et conscient de l'enjeu de l'intérêt général qui sous-tend l'ensemble du texte. Nous attendons de la majorité et du Gouvernement le même état d'esprit. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Vercamer.